She's beautiful. So beautiful. We're calling her Laura. We think she looks like a Laura. Oh. She already has a full head of hair. And she's got my eyes. Luckily for her, everything else is pure Sarah. With free Skype-to-Skype video calls, you can be right there with them, Your granddaughter. wherever they are. Bonsoir, nous sommes pour la 11e ville des 24 heures chrono de l'International sur les plateaux de TV5 Monde. 11e ville, nous entamons la 11e heure de direct de cette 7e édition des 24 heures chrono. Et nous allons au Pérou, à Lima, et j'ai donc l'honneur d'inviter sur ce plateau Emmanuel Bonnet. Emmanuel Bonnet, bonsoir. Bonsoir. Et René Adrien. Bonsoir. Donc Emmanuel Bonnet, vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie péruvienne. Quelques mots sur le Pérou, votre histoire avec le Pérou, votre histoire d'amour peut-être avec le Pérou. Oui, bien sûr, parce que quand on y va la première fois dans un pays, c'est dans le cas toujours d'une entreprise étrangère, et puis finalement les opportunités se présentent localement, et puis ma fixation s'est produite en fait parce que j'aimais ce pays et qu'il y avait énormément d'opportunités. Ensuite, j'ai dérivé vers la Chambre de commerce pour essayer de faire en sorte que les entreprises françaises et surtout les PME puissent profiter des opportunités qui se présentent dans ce pays qui, comme vous le savez, est en développement, et on pourra en parler plus tard. On va en parler, oui. Donc René Adrien, vous êtes dans la pêche. Oui, tout à fait. J'ai dirigé pendant une dizaine d'années une entreprise de pêche dans le nord du Pérou, de la région de Païta, Piura. Et cette année, je me suis diversifié. Enfin, disons que j'ai une nouvelle activité où j'accompagne les entreprises péruviennes dans la conserverie pour les marchés européens. Et puis, je suis en train de monter un site internet dédié à l'industrie du poisson au Pérou, parce que le Pérou étant le deuxième producteur mondial. Donc voilà. Là, on est sur toute la chaîne de la pêche. Exactement. Et on a l'honneur d'avoir avec nous Jean-Jacques Bossou. Jean-Jacques Bossou, ambassadeur de France à Lima. Jean-Jacques Bossou, vous êtes avec nous ? Monsieur l'ambassadeur. Et on a l'honneur d'avoir avec nous Jean-Jacques Bossou. Jean-Jacques Bossou, ambassadeur de France. Retour. Bon, eh bien écoutez, on reprendra l'ambassadeur tout à l'heure. Dès qu'il est avec nous, vous nous prévenez, il n'y a pas de souci. Donc on est de retour sur le plateau à Paris. Donc présentez-nous un peu ce pays, comme vous le disiez, qui est des fois méconnu en tant que pays de business. Voilà. Oui, en effet, il y a eu un tropisme très important dans la dernière décade sur les pays de l'Asie. Néanmoins, les pays de la région, en particulier le Pérou, ont eu des performances économiques assez spectaculaires, parce qu'on a des croissances de l'ordre de 6 à 7% l'an depuis 10 ans de façon soutenue. On a également des circonstances, des indicateurs macroéconomiques extrêmement positifs, qui sont des surplus fiscaux, qui sont des couvertures des importations qui vont bientôt atteindre 2 ans de réserve pour les couvertures des importations. On a des taux d'inflation qui sont très maîtrisés, aux environs de 3%. Et on a surtout cette croissance qui draine énormément d'activités dans un pays qui était peu industrialisé et qui, bien sûr, présente beaucoup d'opportunités. Et aujourd'hui, vous avez une idée de la dimension des entreprises françaises au Pérou en tant que président de la Chambre de commerce? Quelle est la dimension, la taille de ces entreprises, elle est insuffisante. Elle est dans des secteurs clés, mais à notre avis bien insuffisante. Bien sûr, il y a des entreprises phares qui travaillent dans les travaux publics, dans le traitement des eaux, dans l'exploitation pétrolière, dans les services aussi. Mais ce que nous pensons très sincèrement, non seulement moi, mais tous mes collègues aussi qui sont membres des CCE et avec l'ambassade, c'est que les opportunités pour des PME, des PMI sont très importantes au Pérou parce que c'est un marché qui est en plein développement et qui possède certaines carences techniques au niveau des cadres et de certaines technologies. Il y a un besoin potentiel et il y a une opportunité potentielle pour des Français qui voudraient s'expatrier sur place. Il y a des opportunités, bien sûr. On va justement aller voir Ricardo Guevara qui va nous parler, donc qui est avocat au barreau de Lima. Est-il facile de s'implanter pour une société au Pérou? Bonjour Paris. S'implanter au Pérou est facile et rapide. D'abord, facile, j'en veux pour preuve le dernier rapport de la Banque mondiale qui mesure la facilité de s'implanter et faire des affaires dans le monde où le Pérou est arrivé en position 43 parmi 185 pays, en bien meilleure position que l'Argentine ou le Brésil.
Facile aussi, car il n'y a pas d'exigence d'autorisation préalable pour investir au Pérou lorsque l'on est étranger. Il n'existe pas non plus des limites au capital étranger. L'égalité entre les investisseurs péruviens et les étrangers est par ailleurs consacrée dans la Constitution péruvienne de 1993. S'implanter au Pérou est ensuite rapide, car les démarches d'immatriculation d'une société ne prennent pas plus de 2 semaines environ. Bien sûr, si l'on souhaite résider au Pérou lorsqu'on est ressortissant étranger, il conviendra de demander une carte de séjour, ce qui peut prendre environ 2 mois. De retour sur ce plateau, une réaction, s'implanter au Pérou, une réaction au propos de Ricardo Guevara? Écoutez, Ricardo, que je connais bien évidemment très bien, a tout à fait raison. Je dirais que, en résumant très simplement, le Pérou vit aujourd'hui ses 30 glorieuses. Et si on se remet en arrière les 30 glorieuses en France, entreprendre en France, c'était quelque chose, je ne veux pas dire de facile, mais de possible pour tout le monde. De facilité. De facilité. Et effectivement, en 10 années, moi j'ai vu le Pérou véritablement s'ouvrir à l'investissement international. Et c'est vrai que moi je regrette, je suis d'accord avec Emmanuel, je regrette de voir aujourd'hui qu'on a plutôt, et c'est très bien que d'une part, d'avoir de très grosses entreprises françaises implantées, mais je pense qu'il faut passer le pas derrière, il faut que les PME françaises viennent au Pérou. C'est pas parce qu'il y a une montagne qui fait 6000 mètres qui est là, un avion passe à 30 000 pieds, il n'y a pas de problème pour y aller. Hein. Et quels sont les secteurs? Alors, un des premiers secteurs, enfin le second secteur du Pérou, c'est la pêche, enfin c'est la pêche, mais ouais. Quels sont les secteurs comme ça qui vous semblent possibles d'entreprendre? Et on verra Emmanuel qui est en train de me dire j'ai des choses à dire. Oui, moi je connais bien le secteur de la pêche, mais j'irais plus vastement le secteur de l'agroalimentaire, de l'industrie de la pêche. Bon, c'est un secteur qui pèse 3 milliards de dollars d'exportation. Certes, beaucoup de gens vous diront c'est la farine, mais il faut savoir qu'en 2011, c'est la première fois que le chiffre d'1 milliard de dollars a été dépassé pour les produits alimentation humaine, alors qu'il n'y a que quelques années, c'était en dessous de 200-300 millions de dollars. Oui, c'est quelque chose qui, voilà, ça s'équilibre. Ce secteur-là est en plein développement. Moi, je dirais que aller au Pérou pour investir dans la pêche me semble difficile parce que, fort heureusement, c'est une ressource qui est maintenant très bien gérée. Donc, c'est fermé. Par contre, toute la partie transformation, première, deuxième, voire troisième transformation, il y a énormément de choses. Tout ce qui tourne autour, en fait, de l'industrie, de la pêche et de l'agroalimentaire. Exactement. Après ça, vous avez un autre secteur qui est l'agro-industrie, l'agriculture. Il y a énormément de choses qui sont en train de se faire sur place. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de groupes, ou même de PME étrangères, européennes. On sent encore une certaine réticence française. Alors je dirais qu'effectivement, on a, nous, la culture en France historique plutôt orientée vers l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais aujourd'hui, l'espagnol n'est plus une barrière. En Pérou, on parle anglais. Beaucoup de gens parlent français. Hein. L'Alliance française du Pérou est une des plus grandes au monde. Donc, c'est une culture française qui est très connue, très appréciée. On a vraiment les ingrédients pour venir s'implanter au Pérou. D'autres secteurs Oui, alors le secteur de la pêche, c'est un secteur très important, comme le disait René. Mais le secteur clé, c'est les secteurs extractifs, c'est-à-dire la mine. Donc, la mine est le secteur porteur. Le Pérou, troisième producteur d'or, le deuxième producteur de cuivre, premier producteur d'étain, deuxième producteur de plomb. Donc, ce sont des matériaux qui pèsent, si on peut dire. Mais c'est une industrie qui tire le pays vers le haut, et qui présente beaucoup d'opportunités. Alors la France a abandonné le secteur minier en tant qu'activité minière, mais il reste un grand nombre de sociétés très spécialisées, très pointues, qui utilisent des technologies de dernier ordre, qui s'intéressent maintenant enfin au Pérou et pour lesquelles il y a de la place, dans des domaines extrêmement précis, la perforation, les télécommandes, la sécurité. Je vous donne Donc toutes les PME qui peuvent tourner autour de ces grosses industries, que ce soit l'agroalimentaire comme la mine, il y a des choses à faire, il y a la mécanique et tout ce qui peut tourner autour de ça. Bon, il y a aussi l'industrie extractive pétrolière, donc ce sont d'autres types de gisements. Il y a une présence française déjà à travers l'entreprise, Perenco est déjà là-bas. Il y a des possibilités encore de gisements. Mais je dis, pour revenir à la mine, dans les secteurs miniers, ça englobe énormément de choses, la sécurité, les transmissions, la construction, les transmissions de lignes électriques, etc., les transports. Pour vous donner un exemple, Michelin vend des pneus à 30 000 $ pièce, qui sont gigantesques, et ils ont pratiquement un monopole sur le marché. Et c'est
vous voyez, c'est oui, un tout ce créneau qui qu'on peut n'imagine pas. servir à l'industrie lourde ou à l'industrie, à l'agroalimentaire. Alors il y a et tous les l'agroalimentaire sous-traitants, du coup. non pêche, qui est l'agroalimentaire, je dirais, végétal, qui est fruit de cultures tels que l'artichaut, l'asperge, le paprika, les mangues, les fruits, etc., qui se développent considérablement. Ils ne sont pas dans les grosses commodities, comme on dit, les gros produits comme le blé, le soja, etc. Mais ils sont dans les cultures genre maraîchères à très très grande capacité. Et là aussi, il y a des opportunités qui se présentent. Et puis, il y a d'autres opportunités, c'est de faire connaître les produits français au Pérou. À l'heure actuelle, il y a peu de Dans présence. un pays à développement, il y a toujours des choses. Bien sûr, Les Français ont toujours quelque chose à vendre. Bien sûr. Très bien. Sur la Chambre de commerce, votre activité, vous m'avez dit, vous avez repris un certain nombre d'actions. Oui, alors nous avons eu la chance de négocier avec l'État français une délégation de service public de UbiFrance, c'est-à-dire c'est l'organisme de promotion des exportations. Donc depuis mars 2012, nous sommes les représentants locaux d'UbiFrance, qui a drainé une quantité considérable de consultations autour de la Chambre et à travers la Chambre, qui fait que nous avons quadruplé à peu près notre activité. Nous avons été obligés de prendre du personnel, des Français en particulier, etc. Et surtout, la quantité de demandes d'informations sur le marché se sont considérablement développées. Et un autre point qui vous intéressera aussi, c'est certainement l'emploi, puisqu'il y a 2 ans, on a créé une rubrique demande et offre d'emploi qui réunissait 2 demandes par tous les 3 mois. Et maintenant, nous avons des quantités importantes, ça chiffre en 50aine tous les mois, de demandes d'emploi, de stagiaires, etc. Si je suis français et que je cherche du boulot, je peux aller voir sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie du Pérou. Il y a des offres d'emploi. Il y a des offres d'emploi et il y a des demandes d'emploi. Oui, forcément. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et je sais que nous avons une intervention encore de Ricardo Guevara, mais je vous remercie d'avoir participé. Merci beaucoup. Donc Ricardo, quelle est la qualité de la main-d'œuvre au Pérou? Dans le milieu du travail, que je constate en tant que professeur à l'université, c'est le développement croissant de la formation continue à tous les niveaux. Ainsi, des milliers de salariés, cadres, employés et chefs d'entreprise, après finir leur travail vers 18 h, prennent des cours à l'université jusqu'à 10 h du soir, soit pour mettre à jour leurs connaissances, soit pour en acquérir des nouvelles. Ce qui montre un état d'esprit des progrès du Pérou. Très bien, merci Ricardo. J'accueille sur ce plateau Olivier Gesbert. Alors vous êtes aussi implanté au Pérou depuis longtemps. Donc vous n'êtes ni dans l'agroalimentaire, ni dans la pêche, ni dans l'industrie minière. Alors racontez-nous. On peut faire plein d'autres choses au Pérou. Il y a plein de choses à faire. Souvent entre Français on se dit tout est possible au Pérou. Et effectivement tout est possible. J'ai commencé effectivement il y a 15 ans et puis j'ai décidé de lancer une activité dans le service. Parmi différents projets, j'en ai choisi un qui était de développer une chaîne de pressing. Au début pour avoir des franchisés, puis finalement mon business plan s'est pas passé comme prévu. Parce que aussi il faut savoir qu'au Pérou on peut partir avec une idée, puis les réalités du terrain nous font changer de direction. C'est le métier de chef d'entreprise. Absolument, absolument. Donc voilà, donc il y a une trentaine de magasins de pressing à Lima et en province. Qui sont aujourd'hui, que vous avez en propre. Absolument. D'accord. Donc là, on est vraiment dans la notion du service. Complètement, oui. Et on revient donc sur l'intervention de Ricardo Guevara. La main-d'œuvre, donc on a vu qu'il y avait une croissance importante, mais la main-d'œuvre, alors on va revenir vers vous, René. La main-d'œuvre au Pérou, comment ça se passe? Comme qualification, facilité de recrutement Alors, il faut savoir qu'au Pérou, d'abord, les gens veulent travailler. Ça fait plaisir. Et ils travaillent. Je dirais qu'il y a une main-d'œuvre très présente. C'est un pays qui a un taux de chômage très très faible. Je pars bien évidemment sur la partie emploi formel, parce qu'il y a toujours encore de l'emploi informel. Mais à l'inverse de certains pays, c'est un emploi informel qui aujourd'hui génère de la ressource et les gens vivent. Alors après, il y a différentes strates, mais le niveau de pauvreté au Pérou décline chaque année de façon très importante. En revanche, je dirais que selon les secteurs, si je veux prendre par exemple le secteur de la pêche,
vous allez avoir la pêche et tous les secteurs autour. C'est vrai que le Pérou a une main-d'œuvre très qualifiée, par exemple tout ce qui est en chaudronnerie, construction navale, thermique, construction de machines-outils, etc. Enfin, pour ce type d'industrie, parce que c'est très ancien. Oui, voilà, ils ont toujours travaillé dessus. Exactement. Donc, acquis une expertise. D'ailleurs, l'industrie de la farine du poisson est arrivée dans les années 50 par les Américains qui avaient leurs usines à disposition, donc c'est venu par ce biais-là. En revanche, dans l'industrie de transformation, ce que j'appellerais pour l'activité humaine, on est un petit peu au début. Alors autant on peut avoir une main-d'œuvre ouvrière intéressante, autant quand on arrive sur de la R&D, du marketing, de la qualité, etc., il n'y a pas encore d'école de formation sur place, qu'on peut avoir en France. Et là, effectivement, il y a une opportunité et un appel d'air potentiel. potentiel. Moi, j'ai fait travailler pratiquement 4 VIE dans ma carrière, et spécialement en partie qualité et organisationnelle de production. Là, il y a vraiment un besoin. Oui, sur des postes précis qui n'ont pas encore eu l'opportunité de développer dans leur formation et ils de sont, base. à côté de ça, non seulement, un côté intéressant, c'est qu'en plus, vous recrutez un technicien supérieur en qualité ou en process, il voit d'un très bon œil la venue d'un Français parce qu'il va Il va acquérir. Exactement, il va se former avec lui. Et c'est aussi très intéressant pour un jeune VIE parce que non seulement il vient travailler, mais en plus il vient il transmet déjà son savoir, il est déjà dans une logique de transmission. Tout à fait, oui, on n'est pas dans une logique de concurrence qui peut arriver dans certains pays. Très bien. On va justement aller interroger Marie-France Catla, que vous connaissez tous les deux, bien évidemment. Donc Marie-France Catla, quelle différence interculturelle au Pérou? Bonjour, de Lima, au Pérou, où nos compatriotes récemment arrivés nous demandent souvent comment surmonter les différences interculturelles entre Français et Péruviens. Les Péruviens communiquent par le cœur, par le message corporel, par l'affect, beaucoup plus que par nos méthodes cartésiennes. Il faut donc respecter cette susceptibilité, être tolérant, patient, ne jamais s'énerver. Lorsqu'on s'énerve ou lorsque l'on monte un petit peu le ton de voix, on est perdu. Par conséquent, la tolérance est le seul secret. Les différences qui nous indisposent le plus souvent vis-à-vis des Péruviens sont le manque de ponctualité, le manque de logique, le manque de rigueur parfois. Il faut comprendre que pour les Péruviens, le temps n'a absolument pas la même valeur, ce n'est pas la même notion que nous avons en France. Merci Marie-France Catla. Donc un commentaire, je vous voyais sourire au fur et à mesure du reportage. Oui, effectivement, Marie-France est tout à fait juste dans ses mots. En même temps, lorsque moi je suis arrivé il y a 15 ans, en France, on me disait oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu sais pas parler espagnol. Enfin, des tas d'obstacles. Et puis finalement, quand on arrive là-bas, on se rend compte également qu'il y a des tas d'opportunités. Exemple, pour quelqu'un qui ne parle pas la langue, le Péruvien est extrêmement patient, extrêmement tolérant. Oui, c'est une qualité, ça devient une qualité. Là. Et ça, on n'y pense pas, parce que non, on n'a pas cette qualité ici en France. Donc là-bas, on trouve des opportunités. Donc moi, je dirais aux gens qui voudraient s'expatrier, tenter l'aventure, parce que c'est vraiment tenter l'aventure. Je crois qu'il faut écouter, mais il faut surtout se lancer. Et au niveau management avec les Péruviens, alors vous qui avez une chaîne de magasins, donc vous savez de quoi on parle, comment ça se passe au quotidien? Alors, en différence culturelle de management? C'est humainement très agréable. En termes de productivité, c'est très difficile. C'est très difficile parce que contrairement à nous en France, où la problématique principale, c'est le coût de la main-d'œuvre, où depuis des générations, on travaille sur l'optimisation de la ressource humaine, là-bas au Pérou, on n'est pas sur ce critère-là pour l'instant. Donc les gens travaillent pour travailler, mais pas pour produire nécessairement rapidement, non pas pour optimiser les ressources. Tout dépend des secteurs également, mais en tout cas, dans le mien, on en est loin, et c'est un changement de culture qu'on apporte. Et moi, je me sens investi d'une mission pour aider tous ces gens que je recrute sans diplôme, finalement, puisque c'est une main-d'œuvre non qualifiée que je forme avec un centre de formation intégré. Et on leur apporte ce que disait Marie-France, la ponctualité, être franc, dire les choses telles qu'elles sont, ne pas hésiter à dire non. Et ça, c'est très difficile pour un Péruvien d'arriver à dire non. Donc, quand nous, on arrive avec notre esprit cartésien, effectivement, on est un peu perdu.
René, justement, un commentaire sur la notion managériale au Pérou? Je dirais que le maître mot d'un Péruvien, c'est si senior. Et c'est vrai que on est tous d'accord. Il faut savoir décrypter la relation avec un Péruvien. C'est pas parce qu'il vous dit oui qu'il est d'accord. Donc nous en France, on a cette culture. On discute avec un collaborateur, il n'est pas d'accord, il vous le dit. Là-bas, si le collaborateur vous dit qu'il n'est pas d'accord, il va pas le dire. Sa première crainte, c'est d'être viré. Voilà, c'est un contexte particulier. Donc, il faut rassurer. Hein. Il faut bien expliquer, et ça, c'est notre travail. C'est comme dit Olivier, il y a une certaine mission à apporter, de bien les rassurer, leur faire comprendre que le non est plutôt porteur de messages et de progrès et non pas l'inverse. Et ça, c'est pas tout à fait dans leur logique. Voilà. Il ne faut pas oublier non plus que la culture péruvienne est quand même une culture ancestrale d'une hiérarchie en râteau. Hein, donc, il y avait un chef, et puis après, on leur apprend cette culture de hiérarchie, de pyramide. On dit, voilà, on réfère un supérieur, mais on a affaire à un management plus de proximité. Donc, tout ça, effectivement, ce sont des choses qui ne s'apprennent pas en une année. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, apporter, et là effectivement, moi je dis, on a en France une grande opportunité en termes de ressources humaines pour venir accompagner le développement de ce pays. Très bien. René Adrien, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant ces quelques minutes. Merci. Et maintenant, une petite page de publicité. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur les 24 heures chrono de l'International sur le plateau de TV5 Monde, Lima, Pérou. Alors, j'accueille sur ce plateau Christelle Bittner. Alors, Christelle Bittner, vous êtes l'auteur de ce livre qui est Le Pérou voyager autrement, à la collection Voyager autrement. Viatao, c'est l'éditeur. Voilà. Alors, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bonsoir. Alors, Viatao, c'est une maison d'édition qui s'est spécialisée dans le tourisme éco-solidaire, donc le tourisme durable, responsable. Il s'adresse à des auteurs qui vivent dans le pays. Donc, moi, j'ai vécu 2 ans et demi au Pérou, à peu près bientôt 3, là, et qui essayent de présenter les destinations durables où on peut aller au Pérou, ou d'autres, les sentiers battus, hors des sentiers battus, des choses un peu différentes, surtout en ayant une répercussion sur l'économie locale. Donc, un peu pour les voyageurs qui, en allant sur un lieu, te disent il y a trop de touristes. Donc, où est-ce qu'on va quand on veut rencontrer vraiment les gens, mais même en prenant un tour ou en ayant 3 semaines, 1 mois, ce qui est à peu près la période courante pour les touristes, aller au moins dans des adresses plus locales et des choses comme ça. Donc c'est ça l'idée. Et votre réaction après les interventions en amont, parce que vous avez une vision un peu touristique des choses, et là on a une vision très business. Oui, en même temps, le tourisme, c'est la 3e source de devises. Donc, c'est un vrai business. C'est un vrai business. Après les mines et après la pêche. Donc, ça fonctionne bien, ça augmente régulièrement. Il y a aussi pas mal de tourisme qui est en train de se développer en interne et de tourisme des pays proches, donc toute Amérique latine.
Donc il y a pas mal de choses à faire aussi en tourisme. Après, évidemment, si on veut voir des choses un peu plus authentiques, on a beaucoup cette volonté quand on est français d'aller à la rencontre de la culture. Moi, je conseillerais un peu de s'éloigner des sentiers trop courus du sud avec le Machu Picchu et le Titicaca, qui malheureusement drainent beaucoup de gens. Donc voilà. Mais presque trop. Oui, presque trop. Mais pas forcément trop non plus si il suffit de faire un pas de côté, vraiment, pour voir d'autres choses. Donc et le tourisme, c'est aussi un secteur d'investissement qui est important. Oui, et il y a beaucoup de Français qui sont présents et d'autres nationalités. D'accord. On va justement aller interroger Annabelle Avril et revenir gentiment sur Lima pour voir le coût de vie à Lima. Bonjour Paris. Alors le coût de la vie à Lima est 2 à 3 fois moins cher que le coût de la vie à Paris. Par exemple, dans un beau quartier de Lima, pour un appartement de 100 mètres carrés, il faut compter 800 € de location par mois. Un bon restaurant, un très bon restaurant à Lima, il faut compter 40 €. Un restaurant populaire, il faut compter 5 €. Et une course en taxi, c'est entre 2 à 3 €. On m'annonce que monsieur l'ambassadeur est de retour. Monsieur l'ambassadeur, vous m'entendez ? Oui, moi je vous entends. J'espère que je finirai par être entendu. Eh bien, nous aussi, nous vous entendons. D'abord, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, vous avez donc entendu un peu l'émission. Vous avez des choses à ajouter justement sur le business. Reprenons un peu tout rapidement et puis on va revenir sur la notion de vie sur Lima et au Pérou. Oui, alors sur le business, je veux dire qu'il y a... Nous bénéficions de 2 facteurs extrêmement favorables en ce moment, qui sont premièrement le fait que le Pérou est un pays qui connaît une période de croissance absolument remarquable. Que depuis 12 ans, on est à entre 6 et 8% de croissance par an, ce qui est très important. C'est une croissance qui est générée d'abord par le développement de l'économie minière, mais pas seulement. Il y a évidemment aussi une exportation de produits agroalimentaires et de produits de la pêche, mais il y a aussi, grâce à cette croissance, il y a toute une activité de service, une activité industrielle qui se développe dans la périphérie de Lima et dans d'autres villes. Ça, c'est un premier facteur extrêmement favorable. Un deuxième facteur très favorable, ce sont les relations bilatérales pour nous, puisque la relation... Historiquement, il y a beaucoup d'amitié dans la relation entre les Péruviens et la France. Mais au-delà de ces relations traditionnelles, il y a en ce moment un excellent climat. Il y a eu, vous le savez peut-être, une visite présidentielle du président Humala à Paris au mois de novembre, qui a été extrêmement chaleureuse et très, très prometteuse pour le développement des relations entre les 2 pays. Tout ça est sous-tendu par une présence culturelle et scientifique qui est d'excellente qualité. Nous avons à peu près en permanence une 50aine de chercheurs français qui travaillent dans 2 instituts et qui travaillent avec des partenaires péruviens, et tout ceci, ça crée évidemment un climat favorable, et notamment pour développer des activités dans les métiers qui sont liés à ces activités scientifiques. Je pense à tout ce qui est lié aux différents volets du développement durable. Et puis il y a des secteurs qui sont en jachère, sur lesquels il y a énormément à faire. La présence française en agroalimentaire est extrêmement faible par rapport au potentiel qu'ils développent et par rapport aux attentes des Péruviens. Le potentiel de développement touristique est absolument considérable et bon an mal an, on a plus de 2 millions de touristes au Pérou, alors que franchement on pourrait assez facilement en quelques années multiplier par 3, 4 ou 5 ce nombre de touristes, et les Français ont un savoir-faire à vendre en la matière. Et puis il y a tous les grands marchés d'équipement. Le Pérou a aujourd'hui des revenus importants, il a une volonté d'entreprendre importante, oui. Mais les infrastructures sont très souvent en retard et un savoir-faire qu'elle peut apporter.
Merci, monsieur l'ambassadeur. Je reviens vers vous si le temps nous le permet. Très bien. On va revenir rapidement sur le coût de vie, mais juste avant, on va revoir Annabelle Avril sur la qualité de vie. On reviendra sur le coût de vie et la qualité de vie dans quelques instants. Annabelle Avril. Lima est une capitale côtière jeune et dynamique, en pleine croissance et en pleine ouverture culturelle. Par contre, on est encore loin du niveau des pays développés. La vie est plutôt agréable, mais moi personnellement j'apprécie pouvoir m'en échapper régulièrement pour pouvoir explorer d'autres régions du Pérou et d'autres pays d'Amérique latine. Et alors là, je vous vois réagir immédiatement. Il faut vivre à Lima, mais aussi ailleurs. Oui, enfin, en même temps, vous avez vu, là, il y a le bruit derrière, tout ça. Lima, c'est une grande ville, donc c'est une mégalopole. On peut y vivre très bien. Quand on est expatrié, en général, on y vit encore mieux. En même temps, il y a un potentiel incroyable, et d'autant plus si on a comme Lima comme point de base. Il y a beaucoup de compagnies aériennes maintenant. Il y a la LAN, mais il y en a d'autres qui font des vols assez rapides intérieurs. Donc on peut... parce qu'avant, on avait des horaires de bus qui nous... 24 heures pour aller à Cusco, ça paraissait un peu compliqué. Donc là, on y est en 1 heure. On est aussi en 1 heure en Amazonie. Donc c'est complètement différent. La réalité, et c'est voyager dans le temps, un peu même dans les siècles. Et dans la géographie, c'est complètement différent aussi. Et donc, vivre à Lima, les coûts, l'approche de Lima au quotidien? Comme disait tout à l'heure l'intervenante, vivre à Lima au quotidien, tout dépend effectivement si on est expatrié, si on vit à la péruvienne, si on peut choisir son style de vie. Il peut être à très faible coût, très élevé. Comme toujours, si on vit à la méthode du pays, on arrive à des coûts relativement abordables, voire très faibles. Oui, parce que malheureusement, beaucoup de Péruviens ont des niveaux de rémunération faibles, et donc se nourrir doit être un budget réduit. C'est difficile, mais bon. Juste une dernière question, histoire qu'on en ait parlé et qu'on ait évoqué vraiment la question. Sécurité à Lima au quotidien? Alors, l'un ou l'autre. Écoutez, moi, je me suis promenée dans tout le Pérou avec mon sac à dos pendant 6 mois seule, et j'ai eu aucun problème. Alors, bizarrement, parce que les Péruviens aussi ont une certaine méfiance entre eux aussi, donc ils vous protègent beaucoup. En général, si on écoute les gens et si on suit le flot des gens, on n'a pas forcément beaucoup de soucis parce qu'ils savent eux-mêmes où il ne faut pas aller et ils vous le disent. Donc après, c'est un peu la responsabilité de chacun. Lima, si on prend une chaîne de télé, on va avoir l'impression de vivre dans un pays à sang et à feu très très violent en fait, mais c'est pas forcément si on met un pied dehors, c'est pas forcément l'impression qu'on en a. Donc effectivement, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes de sécurité engendrés par l'absence les problèmes de différence de revenus, de choses comme ça, mais moi j'ai pas l'impression d'être plus en danger. Plus que ça. Faut être prudent. Oui. C'est la prudence nécessaire. On apprend à vivre avec cet environnement. Voilà. Très bien. Écoutez, on va toucher au terme de cette émission, mais je voulais reprendre, Monsieur l'ambassadeur, vous vouliez ajouter quelques mots et après je ferai la conclusion. Oui, je voudrais apporter quelques nuances. Pour ce qui concerne du coût de la vie, effectivement, il y a des zones de coût de vie assez bas, mais si on se situe dans la partie centrale de Lima et si on vit à l'européenne, les prix ressemblent quand même beaucoup aux prix européens. Il y a une gradation très grande, très large, mais pour ceux qui vivent à l'européenne, les prix sont de niveau à peu près européen. Donc je crois qu'il faut nuancer tout ça. Et pour ce qui concerne la sécurité, évidemment, ça n'est pas un pays à feu et à sang, et heureusement, mais il faut prendre des précautions. Par exemple, à Lima, nous déconseillons très formellement à nos compatriotes de prendre un taxi dans la rue, parce qu'il y a un certain nombre de faux taxis, parce qu'il y a un certain nombre de dangers cachés, mais il faut prendre des précautions. Sans pour autant être paranoïaque, mais je crois qu'il faut faire attention.
Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, et veuillez nous excuser de ces problèmes techniques. Eh bien, écoutez, nous voilà arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup. Donc, dans quelques instants, nous repartons pour Atlanta, pour la 12e heure de direct. À tout de suite. Découvrez un monde d'opportunités avec HSBC, votre banque partout dans le monde. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv. Más allá de lo evidente, más allá de lo aparente, lo necesita nuestra gente hoy, ver más allá de lo evidente. Aunque lluevan piedras en tu camino, aunque te quedes solo, sin un amigo, recordarás este viejo estribillo. Ver más allá de lo evidente, ver más allá de lo aparente, lo necesito yo.